de sentience, est-ce qu'on peut le relier à celui d'une conscience humaine? Parce que c'est souvent un argument qui revient. Est-ce qu'on peut relier en fait la sentience à un équivalent d'une conscience où ce sont deux entités complètement distinctes? Parce que enfin, c'est souvent un argument qui revient lorsqu'on parle des différences entre l'homme et l'animal, c'est la conscience. Mais donc, est-ce que les deux sont liés ou pas du tout? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut vraiment les distinguer. C'est une question qu'on bien souvent, c'est est-ce que les animaux ont une conscience? C'est une mauvaise question. Évidemment, ils ont une conscience. La sentience est différente. C'est le fait d'être sensible à ce qui est bon ou mauvais pour moi. C'est réagir à la douleur. Là-dessus, voilà, il y a tout un débat, mais nous sommes sentients, beaucoup d'animaux sont sentients, donc très bien. La conscience, c'est autre chose. La conscience, c'est le fait d'être ouvert sur ce qui m'entoure, de percevoir ce qui m'entoure, et tout animal, par définition, si je puis dire, est conscient. Il a des organes sensoriels, et donc il est ouvert sur son milieu. Donc à moins de revenir à une forme de mécanisation un peu folle de l'animal, dire c'est un animal machine, c'est juste mécanique, plus personne n'y croit à ça. L'animal machine, on n'y croit plus. Donc on sait que l'animal a une intentionnalité. Il vise des choses. Simplement, il faudrait distinguer, à mon avis, non pas entre ceux qui ont la conscience et ceux qui n'ont pas. Toute vie est consciente, ouverte sur son milieu. Toute vie animale, en tout cas. Et il faudrait distinguer non pas entre conscience et pas conscience, il faudrait distinguer entre deux types de conscience. Et là, je pense que c'est très important. Une conscience pratique et une conscience qu'on peut appeler détachée. Je pense que là, il y a une vraie différence. La conscience pratique, il y a un exemple très classique en philosophie qu'on doit à un biologiste allemand qui s'appelle Uexküll, un biologiste allemand de la première moitié du XXe siècle. C'est très connu. Hein. Il a un nom compliqué, mais il est très connu. Parce qu'il a inspiré beaucoup de philosophes. Uexküll, c'est U-E-X, K-U avec un tréma, deux L. Jakob von Uexküll. Un exemple très connu de Uexküll, c'est la tique. Un animal peu sympathique, c'est là. Qu'on rencontre de plus en plus souvent dans les forêts. La tique, vous savez, l'incul idée en tête, c'est de se gorger de votre propre sang, comme un petit vampire qui va se mettre sous votre peau et qui va se gorger de votre sang. La tique, dit Uexküll, ce sont trois stimuli parce que trois actions possibles. Trois stimuli parce que trois actions possibles. Un stimulus visuel parce qu'elle a besoin de monter sur les branches. Donc elle est sensible à la lumière du soleil, mais elle est sensible à la lumière du soleil que parce qu'elle a besoin de monter sur les branches, pour savoir où est le haut. Stimulus visuel, parce que action de montée. Stimulus olfactif, elle a besoin de savoir quand un mammifère dégage une certaine odeur d'acide butyrique, quand un mammifère passe sous la branche. Donc stimulus olfactif parce qu'elle a besoin de sentir que le mammifère est là et elle se laisse tomber. Stimulus tactile parce que troisième action qui est je sens que c'est un mammifère et il le sent chaud, la peau est chaude, je peux m'enfouir sur sa peau, me gorger de sang. Uexküll a inventé à travers cette description de la tique, mais c'est une des nombreuses descriptions d'Uexküll, ce qu'il appelle la notion de milieu. Un animal, comme la tique, est ouvert sur ce qui le concerne, ce sur quoi il peut agir. Le reste ne l'intéresse pas. La tique est ouverte sur trois stimuli parce que ça la concerne d'un point de vue pratique. C'est ce sur quoi elle peut agir. Donc la conscience, et c'est le berceau de toute conscience, nous sommes vivants, donc la conscience vivante, et au fond on la connaît par cœur, parce que c'est comme ça qu'on vit, la conscience c'est fondamentalement une conscience pratique. La conscience de ce qui me concerne d'un point de vue pratique. Vous êtes au téléphone dans la rue, vous parlez à quelqu'un, vous voyez les choses sans les voir, vous les voyez d'un point de vue pratique. Vous ne rentrez pas dans chacun des passants. Mais on ne peut pas dire que vous les ayez vus pour les voir, de manière détachée. Non, vous les avez vus d'un point de vue pratique, vous avez su vous faufiler entre eux. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez vu un feu rouge, bon, vous l'avez vu sans le voir, donc ça juste un point de vue pratique. Vous êtes arrêté, voilà, vous avez attendu que le petit bonhomme passe au vert, puis bon.
une conscience purement pratique. Par opposition, ce qu'on pourrait appeler une conscience détachée, voir la chose pour elle-même. Et éventuellement comme objet d'un commentaire. Tiens, un petit bonhomme vert. Ah oui, c'est vrai, je le regarde, je le thématise, j'en fais le thème d'une conversation, je le regarde pour lui-même, etc., etc. Et là, on sort de la conscience pratique. Vous voyez? On sort de ce qu'il appelle une umwelt, un milieu de vie, juste un milieu de vie qui est approprié à moi. Et là, on va vers ce que j'appelle le monde commun, le monde vu pour lui-même, tel que d'autres le voient en même temps que moi. Donc là, je pense qu'il faut distinguer, non pas entre conscience et pas conscience, parce que toute vie est consciente de cette manière, mais entre conscience pratique, qui est le berceau de toute conscience, conscience vitale, conscience pratique, conscience de milieu, et puis une conscience plus fragile, en quelque sorte, très humaine, qui s'appellerait la conscience détachée. Le fait de voir la chose pour elle-même, comme étant vue par les autres en même temps que moi. Ça me semble plus précis, fonctionnellement, vous voyez, que une grande substance qui s'appellerait la conscience. Et il est bien évident que la sentience, c'est la plupart des vivants, et en tout cas les vivants humains, sont sentients. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment la sensibilité à ce qui nous fait du bien à nous-mêmes. Est-ce que bonjour, vous avez parlé au début de la conférence de naturalisme. Vous avez dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque naturaliste. Et comment pouvez-vous la dater? Enfin, à partir de quand, depuis quand est-ce que nous sommes dans cette époque naturaliste? Est-ce qu'on peut la dater à Descartes ou à plus tard ou à plus tôt? Ah non, c'est beaucoup plus, temporalité beaucoup plus resserrée, je dirais les années à partir de 1970, si je puis dire. Parce que ce qu'on pourrait appeler naturalisme, c'est le fait que les sciences humaines ont perdu leur autonomie et prennent maintenant pour modèle les sciences de la nature. Donc c'est une micro-temporalité, c'est qu'en gros, depuis les années 70, on est passé d'un âge où on parlait beaucoup de psychanalyse, de marxisme, de structuralisme, etc. Donc les sciences humaines avaient vraiment voix au chapitre. Enfin, il y avait des grands maîtres à penser qui pensaient par les sciences humaines, et les sciences de la nature, c'était autre chose. Et puis dans les années 70, avec l'essor des neurosciences, des sciences cognitives aussi, les sciences cognitives à partir de l'informatique, le poids de la biologie d'évolution, etc., s'est mis en place une autorité beaucoup plus forte des sciences de la nature en sciences humaines. Donc c'est beaucoup plus récent. Maintenant, vous voyez, il y a une maison d'édition qui a le vent en poupe depuis quelques années en France, depuis une trentaine d'années, c'est Odile Jacob, par exemple. Odile Jacob, c'est très symptomatique, c'est des bouquins vraiment de sciences de la nature, mais qui prétendent nous dire aussi ce que c'est que l'humain, ce que c'est que le bien-être humain, ce que c'est que... Il y a toutes sortes de choses comme ça en humain qui paraissent chez Odile Jacob, toutes sortes de bouquins, et vraiment, on parle depuis les sciences de la nature. Et le succès des éditions Odile Jacob, c'est vraiment un succès d'époque, de ce point de vue-là. Là où avant, c'était par exemple les éditions du Seuil, dans les années 60-70, on était en plein dans les sciences humaines, c'était marxisme, c'était psychanalyse, c'était critique littéraire, c'était un tout autre paysage. Je me demande comment vous faites pour encore respirer. Le gaz carbonique doit vous étouffer. Et bravo. Hein. Oui. Encore une fois, vous avez parlé toujours au début de légitimation du pouvoir, avec l'exemple de Trump qui avait réussi à avoir des voix pour être élu et qui donc était légitime auprès de sa population. Ensuite, vous avez parlé de dictateurs qui étaient eux légitimes auprès de leur population, mais qui n'ont pas forcément été élus démocratiquement. Donc, et après, vous avez fait une comparaison avec les singes qui prenaient le pouvoir par ce qu'ils avaient fait dans la journée. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que des personnes qui n'ont pas eu
reconnaissance démocratique ont pu être au pouvoir et en plus être légitimes, parce qu'ils ne l'étaient pas. Je vois comment ils peuvent l'être sans l'être parce qu'ils n'ont pas été élus en fait, avec des voix par exemple. J'ai le sentiment que quand même les dictateurs dont j'ai parlé un peu rapidement, parce que je ne me suis pas étendu sur la question, mais j'ai parlé de Pinochet et Kadhafi, il me semble qu'ils ont été élus dans des élections, ils sont passés par des élections qui avaient l'apparence démocratique. La plupart du temps, même le dictateur le plus assoiffé de pouvoir se donne l'apparence de la légitimité au moins légale, enfin, il passe par des élections. Mais j'insistais davantage sur Bokassa, donc c'est important quand même. Mais même si, enfin, imaginons qu'il ait en effet pas eu d'élection depuis très longtemps, que ce soit une passation de père en fils, etc., même le fils qui n'a pas été élu démocratiquement va toujours dire « je suis là pour votre bien », il va toujours argumenter, etc. Il est obligé de le faire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une politique humaine, et ça c'est Pascal l'a dit tout le temps, enfin, ça a été dit une fois, c'est qu'elle passe par la revendication de légitimité. Elle ne peut pas se contenter de la domination pure. Elle ne peut pas se contenter de ça. C'est un point très important quand on compare les politiques entre guillemets animales et humaines. Et quand en effet Kadhafi Pinochet, je sous-entendais qu'il s'était donné l'apparence d'un vote. Par rapport à la volonté de ne pas tomber dans l'antispécisme et de ne pas chercher à égaliser les choses à tout prix, que pensez-vous de la Déclaration universelle du droit de l'homme ? Donc c'est 78, je crois, il me semble. C'est une déclaration qui est transnationale et qui n'est pas passée par les cadres juridiques nationaux. Donc c'est la première chose à remarquer, c'est qu'elle est juste une pure déclaration. Et ensuite, il faut voir comment les droits nationaux s'en emparent pour éventuellement les faire passer très concrètement du côté de droits précis accordés aux animaux. La grande question du droit animal, c'est est-ce que nous avons besoin de cette réforme du droit pour plus de respect? Parce qu'on va vers plus de respect, c'est très bien. La question, est-ce qu'il faut sortir par exemple de la catégorie du bien? L'animal était, jusqu'en 2015, considéré dans le Code civil français comme un bien, c'est-à-dire un bien sur une propriété, les propriétés sont propriétaires, sachant que ce statut préservait l'animal de la maltraitance de cette manière. Parce que si ce n'est pas un bien, s'il n'est pas approprié à un propriétaire, si ce n'est pas la possession de quelqu'un, alors c'est un animal sauvage. Et le problème de l'animal sauvage, c'est qu'il est appropriable par n'importe qui. On peut le chasser, il y a des contraintes de réserve naturelle, il y a des calendriers de chasse, etc. Mais un animal sauvage, par définition, il est res nullius, chose de personne. Res nullius. Il est appropriable, il appartient à personne et donc à tous. Et donc en faire un bien, comme c'était le cas dans le droit civil français jusqu'en 2015, en faire un bien, c'était le préserver de toute arbitraire appropriation. Et je vous rappelle que dans 2015, en février 2015, on dit que c'est un être vivant doué de sensibilité et qu'il appartient, on précise encore, justement, on précise qu'il appartient encore au régime des biens. Parce que c'est ça qui le préserve de l'arbitraire. Donc tout ce qu'on avait moqué dans la réforme du droit en disant oh là là, c'est un bien meuble, donc c'est une chaise, etc. Enfin, c'est un famois, etc. En réalité, avait quand même une légitimité juridique forte. Hein, c'était pas juste dégradant, c'était une façon de lui donner un statut qui le protège. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un nouveau statut juridique pour mieux les protéger, ou est-ce que l'évolution de nos devoirs, en quelque sorte, suffiront à la faire? Ça, je ne sais pas. Moi, je crois beaucoup à l'évolution du voir comme, c'est-à-dire la communauté humaine, et au fait que ce sont des considérations, ce sont le fait de voir ce qu'on fait lorsqu'on mange de la viande, c'est de savoir comment manger la viande d'un animal qui a été élevé dans telle ou telle condition, ça c'est un point très très important. C'est pour ça que le travail de pédagogique accompli par des activistes comme L214, vous avez remarqué qu'il est incroyablement efficace. Le fait de nous montrer ce qui se passe en abattoir, ça fait évoluer les mentalités de manière incroyablement rapide. Parce que là, on était mis en face de nos responsabilités. Vous voyez, c'est très important le fait de savoir ce qu'on mange et de savoir d'où vient cette viande. Ça, cette évolution de la sensibilité me semble très très importante.
on parle en théorie des droits des animaux de schizophrénie morale. Schizophrénie morale. Le même animal peut être un animal qui a une vie dans une histoire, dont je parle avec affection, etc., qui je donne éventuellement un petit nom, un petit cochon rose dans une histoire, et être de la viande dans mon assiette. Et souvent, les animaux sont séparés en deux catégories. Il y a les animaux à qui on parle, et puis il y a les animaux qu'on mange. Et les animaux de compagnie et les animaux de patrie. Donc les animaux sont très clivés, en quelque sorte. Et parfois, c'est le même animal qui est clivé. C'est le petit cochon rose, et puis, 5 minutes après, le même enfant va trouver du cochon dans son assiette. Et si vous dites, au lieu de dire c'est du porc, vous dites c'est un petit cochon, petite ampoule s'allume au-dessus de sa tête, et tout d'un coup, elle fait le lien entre les deux univers. Elle s'aperçoit que le jambon, c'était un cochon qui avait une vie. Et ce compartimentage, tout d'un coup, s'effrite, et elle se dit mais je suis en train de manger un petit cochon, et non pas du porc, et non pas de la viande. Vous voyez ? Donc, cette schizophrénie morale qui consiste à bien séparer ceux à qui on parle, ou ceux qu'on aime, et ceux qu'on mange, l'animal avec sa vie, le sujet et la viande, cette schizophrénie morale, elle n'est pas bonne parce que c'est du divertissement au sens de Pascal. On regarde ailleurs, on ne veut pas voir ce qu'on fait. Donc je trouve que la première chose à faire avec les animaux, c'est de voir ce qu'il y a à voir. De voir que cette viande-là, c'était celle de tel animal qui a eu telle condition de vie. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que ce sont ces batteries surpeuplées qu'on veut, ou est-ce qu'on veut mieux pour les animaux ? Et là, on évoluera. Mais la première chose à faire, c'est de regarder en face. C'est de ne plus se contenter de cette schizophrénie morale ou de ce divertissement. C'est très important. Oui ? Oui, vous dites que la conversation, le logos, décentralise l'homme à lui-même. Mais là, le sujet de conversation n'est pas matériel, mais plus, par exemple, sentimental. Est-ce que justement ce fait-là de pouvoir parler et non pas juste ressentir, voir et toucher, ne tourne pas l'homme vers lui-même, en fait, ne renferme pas l'homme sur lui-même, le fait de pouvoir parler? Vous posez une question super spécifique là. Donc, quand on prend un sujet de conversation qui serait en quelque sorte nous-mêmes, de manière un peu nombriliste, on parle de nos propres sentiments, mais c'est-à-dire que même là, de certaine manière, il y a une forme de décentrement au sens où, sur mes propres sentiments, je prends un point de vue détaché, vous voyez, je l'objective, je le considère comme un objet public. Je dis, j'éprouve de l'amour pour toi, etc. Donc, on a l'impression qu'on parle de quelque chose de très intime, mais en fait, c'est tout d'un coup l'amour est posé comme un objet de conversation. Et l'autre peut s'en emparer en disant, mais non, tu ne m'aimes pas vraiment, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, c'est faux, tu ne m'aimes pas, etc. Et donc là, l'amour devient quelque chose dont on peut parler, un thème de discussion, vous voyez. Donc même là, il y a en quelque sorte un décentrement, vous voyez, je pense. Là encore, il y a des détachements, en quelque sorte. Je parlais de regard détaché, vous voyez, tout d'un coup, on n'est plus dans un amour vécu, simplement vécu comme ça. C'est un amour détaché, je le regarde comme un objet. Alors vous avez parlé de Beltham, donc pendant la Révolution française, qui se demandait si les animaux pouvaient souffrir. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer ça comme les prémices de l'antispécisme, ou alors pas du tout? Ça n'a rien à voir. Si, parce que le texte est plus long et le texte dit nous sommes en train de libérer les Noirs. Il parle de Noirs, des esclaves noirs américains. Un jour, peut-être, les femmes auront droit de vote. En fait, je cite de très mauvaise mémoire, je suis désolé, mais là, il y a vraiment cette idée que l'émancipation proprement humaine des esclaves noirs, des femmes, un jour va aller vers celle des animaux. Et il y a cette idée que l'émancipation des animaux part de l'émancipation humaine, de libération humaine, et que c'est comme un cercle qui s'étend. Vous avez un ouvrage du grand théoricien de la libération animale, qui s'appelle Peter Singer, La libération animale de 1975, et un autre ouvrage, bien après, qui s'appelle The Expanding Circle, le cercle qui s'étend. Si on considère les choses de cette manière-là, en considérant que ce sont des émancipations successives qui procèdent de l'humain et qui progressivement vont aller vers la dernière cause, c'est-à-dire celle de ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, c'est-à-dire les animaux, parce qu'en fait c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment la dernière victime c'est l'animal, celui qui ne peut pas, à la différence des noirs ou des femmes, ne peut pas plaider sa propre cause. Donc si on considère les choses comme ça, on est dans un univers parfaitement continu. Et à ce moment-là, c'est une forme d'antispécisme, en effet, c'est-à-dire, le racisme ou spécisme, le même combat, en quelque sorte. Vous voyez ? Donc en effet, je pense que la phrase de Beltham, elle égalise les conditions sentientes
Nous sommes tous des êtres sensibles, c'est ça le plus important, et les combats humains sont appelés à s'élargir en direction des combats animaux. Je vous ai épuisé. Au tout début, vous avez parlé des fictions que l'homme se crée, et vous avez dit que l'être humain pouvait commenter le monde, mais pas les animaux. Et alors, je vais poser votre question, mais je n'ai pas très bien compris. Voilà, si vous pouvez expliquer un petit peu différemment, parce que j'ai l'impression que c'est intéressant, mais je n'ai pas bien compris. Et je suis désolée, mais voilà. C'est un point. Alors, c'est pas au début, c'est à la fin. Hein. Mais... non, vous en avez parlé au tout début aussi. Ah, d'accord. En introduction. Après, juste après la différence anthropologique. Ah, oui, par cœur possible, d'accord. Ah, oui, se raconter des histoires. Se raconter des histoires. Ah, oui, la narration. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, je parlais de commenter. Raconter l'histoire, c'est l'idée qu'il y a quand même voilà, il y a un début, un milieu, une fin, il y a l'idée d'un happy end, il y a l'idée d'une complétude, d'une cohérence humaine, etc. Ça s'appelle une narration. Moi, je parlais de commenter le monde, c'est-à-dire le regarder comme ouvert à tout point de vue possible et pas juste qu'est-ce qu'on en fait et comment on le vit pratiquement. Quand je dis commenter le monde, c'est sortir d'une conscience purement pratique et regarder le monde pour lui-même et l'ouvrir à un commentaire, à un regard détaché, à une contemplation. Tiens, il fait beau ce soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est comme ça, je l'ai dit. Il n'y avait aucune raison pratique de le dire, mais je l'ai dit. Et puis quelqu'un me dit qu'il va dire autre chose, c'est ouvert à tout commentaire. Alors que la conscience pratique, c'est vous voyez, je ne prends du monde que ce qui m'intéresse. Le commentaire du monde, c'est s'ouvrir au monde sous ses 1000 points de vue possibles. Vous voyez, c'est très très différent. C'est un comportement très particulier, vous voyez. Donc c'est pas le fait de raconter des histoires, c'est le fait de commenter le monde pour lui-même. Une abeille, vous ne ferez pas commenter le monde, vous lui ferez dire juste où est le lieu du butin. Vous voyez, un animal, un chimpanzé, vous lui ferez exprimer des émotions très précises à finalité très pratique, mais très difficilement, parce que par exemple, vous savez qu'on a appris à parler aux chimpanzés dans les années 60-70, le langage d'abord des sourds-muets, et puis ensuite, un langage par pictogramme. Donc, ils se baladaient avec différents petits symboles, et puis ils étaient capables d'apprendre pas mal de symboles, jusqu'à 300-400 pour les plus doués d'entre eux. En fait, on s'est aperçu que toutes les proto-phrases que prononçaient les associations de symboles, toi, donner, pomme, etc., toutes les proto-phrases que prononçaient les chimpanzés quand ils arrivaient, avec 3 ou 4 mots d'affilée, étaient des consignes pratiques. Purement pratique. Et quand un singe apprenait à pointer du doigt, c'était pour qu'on lui donne la chose. Quand un gamin montre du doigt, il arrête de pointer du doigt non pas quand on lui a donné la chose, mais quand la maman a dit « Ah oui, la bouteille », il est content, il partage la vue de la bouteille avec sa maman, vous voyez. Ce qu'on appelle le commentaire du monde pour nous-mêmes. Vous voyez. C'est pas prendre la chose, c'est pas vous voyez, c'est la montrer pour elle-même. Je pense que ça fait une grande différence. Et moi j'aurais une question, quand vous parlez pour revenir à ce monde commun, est-ce que la différence entre l'homme et l'animal, au départ on pourrait penser que c'est la possibilité, en tout cas pour l'homme, de dire je, grâce au langage, la conscience de soi. Est-ce que là, avec cette idée de monde commun, est-ce que c'est pas la possibilité au contraire de dire nous, et puis aussi cette possibilité de s'extraire de la réalité, de se projeter, faire cette dimension aussi d'aller vers un avenir, c'est des différences que... Tout à fait. Bien davantage de nous que le nous au sens de Hannah Arendt, un nous politique, un nous capable de voir ensemble, de faire ensemble, plutôt qu'un jeu. Parce qu'au fond, je ne dirais pas que tout animal peut dire jeu, mais en tout cas, tout animal peut vivre en première personne. L'animalité se définit par cette appropriation, ce fait d'être concerné par soi. Donc, contre toute une tradition peut-être cartésienne, il faudrait dire non pas que... il faudrait dire que le vrai sujet,
le vrai sujet, c'est l'animal en nous. Si nous sommes capables d'être